On est en direct, France. Ah oui? Merci à toi. Oui, T'as comme oublié de me le dire. on est en direct, c'est parfait, c'est pas grave. C'est nature et c'est ce que j'aime chez toi, c'est cette autodérision, donc c'est parfait. Je vais juste te présenter un petit peu pour peut-être ma communauté qui te connaîtrait pas. Tu es France Gauthier, ancienne journaliste et animatrice TV québécoise. Ah oui, tout à fait. Au Québec, ils vont l'entendre maintenant. Non. Et tu es auteur de nombreux livres pour justement se connecter à cette nouvelle conscience, et on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Et surtout, le thème d'aujourd'hui, c'est être créateur de sa vie. Ça me tient à cœur. Tu es aussi conférencière, tu organises plusieurs ateliers, notamment sur l'écriture inspirée. Tu es co-créatrice avec Lilou Massé de ce fabuleux défi des 100 jours pour réveiller le génie en soi. Yes. Tu es cofondatrice aussi d'une radio web. Ouais, en fait, plus maintenant. En fait, je te dirais que je suis revenue en solo, mais oui, je fais de la télé-web sur ma page à moi, Facebook, France Gauthier, tout simplement. Ok, de toute façon, vous pouvez retrouver justement toutes les infos sur francegauthier.ca. Voilà. Yes. Alors aujourd'hui, on va parler de créer sa vie, être créateur de sa vie. Tu parles de... Enfin, j'ai écouté de nombreuses interviews de toi avec ces fabuleuses expériences que tu as pu vivre avec l'invisible, j'adore. Tu parles de mandat de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Alors d'abord, merci Cécile de m'offrir cette tribune-là. Puis on va dire quand même que nous, on s'était rencontrés à Paris il y a quelques années quand tu avais fait mon atelier d'écriture inspirée que j'offrais à Paris il y a 2 ans et demi à peu près. Ça me fait plaisir de te revoir. Et oui, le mandat de vie, c'est un autre atelier parce que sur mon site, qui est aussi une plateforme d'enseignement, j'offre différentes formations. Il y en a qui sont en direct. Par exemple, l'écriture inspirée, je le donne aussi en Zoom bientôt dans les prochaines semaines. Alors, bref, il y a moyen d'enseigner avec la technique, la technologie aujourd'hui, c'est fantastique. Et le mandat de vie, c'est un des ateliers que j'offre. Pourquoi j'utilise le terme mandat de vie? C'est surtout parce que on parle d'habitude de mission de vie. Hein? L'expression consacrée est plus mission de vie. Et moi, étant donné que je suis québécoise, qu'ici, on a un lourd héritage judéo-chrétien, peut-être encore plus lourd que celui en France, je ne saurais le dire, mais ça dépend des régions probablement. Le mot mission vient aussi avec une connotation judéo-chrétienne qui ajoute un poids. Hein? C'est comme si, et je dis tout le temps, on ne vient pas ici en mission. On ne vient pas ici souffrir et porter notre croix et être des pauvres pécheurs et devoir accomplir une mission quelconque pour gagner notre ciel. Mais on vient ici en acceptant un mandat. On accepte un mandat dans lequel on va essayer de découvrir au fil des années en grandissant, puis en allant, en étant donc probablement stimulé aussi par des gens qui savent nous reconnaître. Notre mandat, d'abord, c'est de se reconnaître. Alors, pour se reconnaître, il faut apprendre à se connaître. Et c'est quoi se connaître? Ben, c'est découvrir ses talents, ses dons naturels. Et par la suite, quand on se connaît, on peut se reconnaître en fonction de ses dons et ses talents-là et pouvoir les exprimer, être dans l'expression de qui on est réellement à travers nos talents naturels. Et pour faire un exemple de ce que moi, j'ai fait comme chemin pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, mais ça a été un long chemin parce que d'abord, je suis plus vieille que toi. Hein? Je pourrais peut-être même être ta mère si on fait des calculs. Donc, en étant plus vieille que toi, j'ai aussi vécu dans une époque qui était encore plus conditionnée. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même de belles ouvertures, mais quand moi, je suis allée à l'école puis que je suis allée à l'université, eh bien, il n'y avait pas autant de choix qu'il y a aujourd'hui. Et je croyais, parce que mon père était un médecin spécialiste, ma mère était infirmière, j'avais été élevée dans un milieu de scientifiques, j'avais des bonnes notes à l'école. Donc, je croyais que je devais faire exactement la même chose que mon père, puis que c'était le seul métier qui était noble, c'est de devenir médecin et d'aller travailler. En plus, moi, je rêvais d'être médecin sans frontières. J'ai malheureusement frappé un mur à l'âge de 23 ans, alors que j'avais déjà fait 3 années d'université en sciences de la santé.
J'ai frappé un mur parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas être médecin, que j'étais beaucoup trop sensible. Et je dis toujours à la blague, tu ne peux pas me parler de ton cancer, il va me pousser 3 métastases. Alors, c'était la façon que j'expliquais que j'étais trop sensible et que j'aurais pas fait un bon médecin parce que j'étais beaucoup trop empathique à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai fait la nuance entre l'empathie puis la compassion et je suis capable d'être plus dans la compassion, donc c'est-à-dire être moins dans être moins en résonance avec l'autre, prendre ses difficultés sur mes épaules. Mais à ce moment-là, j'en étais parfaitement incapable. Ce qui fait que j'ai pris un avion à ce moment-là parce que j'étais un petit peu perdue et je me suis en allée directement à Paris chez une amie de la famille qui était directrice des nouvelles à Antenne 2 à l'époque, qui est devenue France 2 par la suite. Et en faisant ça, j'ai eu un coup de cœur. J'ai suivi une journaliste pendant quelques jours et j'ai réalisé que j'avais quelques talents dans la vie naturelle qui étaient d'abord avoir de la facilité à communiquer puis de la facilité à écrire. Alors, je me suis dit, tiens, voilà, je vais être journaliste. Et ça a été un chemin de détour. Je suis devenue journaliste en revenant au Québec. Je suis rentrée à l'université pour aller faire mon cours de journaliste. J'ai fait quelques détours. J'ai été journaliste d'enquête pendant 10 ans, animatrice de télé pendant 10 ans. Et tout à coup, en étant animatrice de télé, j'ai commencé à découvrir aussi ma véritable nature, ma véritable couleur. Et j'ai compris que oui, j'étais une communicatrice, oui, j'étais une animatrice, mais pas dans le sens d'animatrice de télé. Et ça, c'est en faisant des recherches sur la conscience, parce que j'ai vécu un éveil dans les années 2000, un éveil de conscience très puissant où est-ce que, à travers mon travail de télé, j'ai été mise en contact avec une médium qui m'a mis, elle, en contact avec mon père décédé. Et là, ça a ouvert une brèche que je ne pouvais pas continuer ma vie sans comprendre ce qui venait de se passer. Et j'ai pris mon talent de journaliste d'enquête, puis je l'ai mis à mon service pour devenir une femme en quête de vérité, une femme en quête d'absolu, une femme en quête de compréhension. Et je me suis mis à poser des millions de questions. Et en faisant ce travail-là, j'ai encore plus découvert qui j'étais. Et que oui, l'animatrice, c'est un talent naturel que j'avais, mais qui devait pas nécessairement être axé sur animer une émission de télé, par exemple, ou une émission de radio, mais que l'animatrice en moi, c'était dans le sens de anima, animus, qui sont les deux principes masculin et féminin. Hein? Anima, c'est féminin, et animus, c'est masculin. Les deux principes masculins et féminins qui sont les principes qui animent l'être humain, donc qui animent la vie dans l'être humain. Et ma job, mon talent naturel, c'est quand j'ai des gens devant moi, d'animer cette flamme-là en eux, qu'ils aient envie de se prendre en main, puis de retrouver leur pouvoir, puis d'être l'être réalisé qu'ils sont tous condamnés à devenir dans une vie ou dans une autre. Alors ça, quand j'ai compris ça, on est tous condamnés à devenir des maîtres, hein, des grands maîtres. Mais peut-être pas dans cette vie-ci, ça va dépendre de notre ouverture d'esprit. Donc, j'ai compris ça, puis je me suis dit, parfait, j'abandonne la télé. En 2010, j'ai laissé la télé et je me suis mis à animer des ateliers, des conférences, tout en utilisant mon talent de communicatrice, l'humour que j'ai, qui est naturel aussi, la philosophie, justement, à aider les gens à se reconnaître et à retrouver leur pouvoir, à retrouver le sens dans leur vie à eux autres. Ce qui fait que c'est ça le mandat de vie pour moi. Le mandat, c'est d'abord d'apprendre à se connaître, puis après ça, à se reconnaître dans ce qu'on découvre en apprenant à se connaître, puis après ça, l'exprimer, le mandat. Fait que moi, mon mandat, c'était d'être une animatrice, mais aussi, dans les années que j'ai fait de la recherche, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de médiums. J'ai rencontré un paquet de médiums encore, ce qu'on appelle des channels, hein, des canaux, des channels, en bon français, qui ont une facilité ou une capacité assez inédite de communiquer avec d'autres niveaux de conscience. Et ma meilleure amie en était une. Et pendant les années 2007, 8, 9, 10, même jusqu'à son décès en 2016, mais surtout dans les années 2010, 2011, elle faisait du channeling, elle faisait de la canalisation et je recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Tu en parles dans ton livre L'écriture inspirée, là, le guide pour… Oui, le guide de l'écriture inspirée que je n'ai pas devant moi, mais qui est un petit livre bien intéressant pour… Oui, tu parles justement de toute cette transition que tu as eue entre la télé et puis ces ateliers et tout justement ce que tu as pu recevoir aussi en écriture inspirée pour… aller faire ce changement, je trouve ça magnifique. Absolument. Puis mon amie, elle recevait à ce moment-là des gens en consultation et moi, j'étais là à côté pour l'assister. Et c'est là que j'ai beaucoup appris sur le mandat de vie, dans le sens où est-ce que les gens venaient consulter pour une problématique X et les guides, à travers mon amie, leur disaient « Vous êtes un guérisseur »
ou vous êtes un enseignant, ou vous êtes un artiste, ou vous êtes ceci, cela, ceci, cela. Puis là, moi, j'écoutais ça, j'étais comme une éponge et j'essayais de comprendre. Et en plus, les guides associaient la famille d'âme, parce que mettons un guérisseur, un bâtisseur, un enseignant, un artiste, ce sont les grandes familles d'appartenance. OK? On va les appeler les familles d'âme. Nous sommes tous reliés à une de ces grandes familles d'âmes-là. Puis il y a des sous-catégories. Et là, les guides associaient ça aussi à des couleurs. Par exemple, les enseignants, c'est le bleu, les bâtisseurs, c'est le rouge, les artistes, les artisans, c'est le orangé, de la création, hein, le hara, entre autres. Il parlait des guérisseurs en parlant du vert émeraude. Et là, il y avait des nuances là-dedans parce que c'était un guérisseur de la terre, il y avait le rose qui était impliqué. Bref, j'étais une éponge. Et je gobais tout ça, puis en même temps, je travaillais en parallèle avec mon ami Pierre Lessard, qui lui aussi est un autre canal formidable. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai amalgamé tout ça, j'ai pris toutes les connaissances que j'avais découvertes ou que j'avais acquises dans ces années-là, et j'ai monté, dans le fond, un atelier en amenant les gens à voir que ils peuvent, en retrouvant le chemin vers leur essence véritable, découvrir qui ils sont, découvrir c'est quoi leur talent naturel, à quelle famille d'appartenance donc ils appartiennent effectivement, et à quelle sous-catégorie en faisant un paquet d'exercices justement pour les amener vers ça. Fait que le mandat de vie, là, c'est probablement la chose la plus importante qu'on va rechercher dans une vie. Essayer de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire, comment on peut contribuer à cette belle grande œuvre qu'est l'humanité. Et c'est souvent le chemin de toute une vie parce qu'on a été conditionné, parce que toi, comme moi, on est tous allés à l'école, on s'est fait dire « t'es bon dans telle affaire » ou « t'es bonne dans telle autre affaire ». Et c'est pas nécessairement notre essence, mais effectivement, on peut avoir des aptitudes ou avoir acquis. Hein? C'est ça, on peut avoir acquis, par exemple, une certaine compétence dans certains domaines. Par exemple, moi, j'ai appris le piano, puis j'avais un certain talent avec la musique et le chant. Et j'ai d'ailleurs fait des concours, puis j'ai beaucoup chanté, puis j'ai gagné des concours, puis bon. Mais c'était pas ça mon mandat de vie. Mais si j'avais pas écouté tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'aurais pu vouloir persévérer et devenir une chanteuse, pardon, et essayer justement de percer. Et ça aurait été un chemin difficile parce que c'était pas ça mon mandat. Mais ça m'empêche pas de chanter dans ma douche, de chanter avec mes enfants, de chanter dans toutes les réunions de famille, de chanter quand j'en ai envie. Je fais partie d'une chorale. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire, qui fait vibrer mon cœur, mais qui n'est pas mon mandat de vie dans cette vie-ci. Puis en plus, c'est très drôle parce que dans des régressions, ben, j'imagine que là, si je parle de régression dans des vies antérieures, je ne vais pas choquer personne. Non. D'accord. Alors, dans les régressions, quand je faisais des entrevues avec les centaines de personnes que j'ai rencontrées pour faire des recherches dans les années 2000, je testais toujours le produit. Et j'ai fait plusieurs régressions de cette façon-là, puis d'autres spontanées que je n'ai pas vu venir sur des tables de Reiki alors que j'allais juste pour me reposer. Alors, dans une des régressions, j'ai vu que j'avais été une chanteuse professionnelle dans une autre vie et que c'est comme en bon français, check, je l'ai fait. J'ai fait ça dans une autre vie, je n'ai pas besoin de le refaire dans celle-ci, je fais d'autres choses. Bref, c'est comme ça que j'ai compris qu'on ne perd rien. Si on a développé des talents dans une vie ou dans une autre, on va les avoir encore dans cette vie-ci et ça ne veut pas dire que ça va être ça notre mandat dans cette vie-ci. Okay. Dans cette vie-ci, mon mandat à moi, c'est vraiment d'être une animatrice, donc animer la flamme de vie chez les autres. Et je le vois quand je fais les ateliers, c'est fabuleux ce qui se passe, les gens ont envie de se reprendre en main. Puis en plus, on est un bel exemple. Oui! Ah oui, mais l'atelier, effectivement, j'étais en pleine transition de vie, partir voyager pour justement retrouver ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis cet atelier, c'est vrai que c'est juste incroyable quand on fait cet exercice, peut-être que je fais un spoiler alerte, mais c'est pas grave. Cet exercice où on fait de l'écriture inspirée pour quelqu'un d'autre qu'on connaît pas du tout et qu'on a des inspirations qui viennent juste valider les choses, c'est juste incroyable. Ouais, cette connexion qu'on va avoir. Puis en plus, c'est un outil tellement accessible à tout le monde. En fait, tout le monde peut écrire, même on n'a pas besoin de bien écrire, on n'a pas besoin d'avoir un français impeccable ou peu importe la langue qu'on parle. C'est un outil qui est comme le prolongement finalement de notre canal. Et ça, pour moi, l'écriture inspirée qui s'est présentée dans ma vie à moi en 2007, en imitant justement ma bonne amie qui était Canal, Anne-Marie,
Eh bien, je me suis dit, tu fais ça comment? OK, je vais l'essayer. Et c'est devenu une routine que j'ai instaurée dans ma vie à moi tous les matins après la méditation de 2007 à 2010 pour réaliser en 2010 que ça fonctionnait. Mais je m'étais même pas posé la question avant si ça marchait ou pas parce que c'était pas important. C'était un plaisir de faire ça. Je m'amusais après la méditation à poser des questions ouvertes. J'écrivais n'importe quoi et dans le n'importe quoi, j'ai réalisé quelques années plus tard qu'il s'était glissé beaucoup d'inspiration et ça m'a permis de réaliser, OK, moi, je suis pas une médium de formation, je suis pas une médium en fait de métier, c'est pas mon talent naturel et pourtant je peux très bien recevoir de l'information de ce que j'appelle la connaissance universelle, être un canal, moi aussi, recevoir de l'information sans être une médium de métier. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et c'est là que j'ai décortiqué le processus et que je me suis mis à l'enseigner pour donner cet outil-là à tous ceux qui ont envie de reprendre leur pouvoir et recevoir par eux-mêmes leur message. Dis-moi, est-ce que tu as reçu des messages intéressants? Est-ce que c'est ça qui a, entre autres, nourri ta transition jusqu'à aujourd'hui? Oui, parce que depuis, j'ai lu ton livre hein, pour m'exercer, et puis je m'exerçais avant, et effectivement, c'est bluffant quand on a des messages qu'on s'attendait pas du tout à avoir. Je trouve qu'on voit bien la différence de niveau, tu vois, entre là, je sens que c'est mon bavardage mental, et là, je sens que j'ai une autre information. Tous ces petits signes, c'est juste incroyable en fait, pour donner une direction. Puis t'es toute ouverte en plus, puis c'est drôle parce que juste avant que tu partes le live, là, on discutait ensemble. Bon, toi, t'as de la jeune trentaine, et moi, ma fille, elle a la jeune vingtaine, elle a 21 ans, elle était ici hier avec des amis de l'université, et on se met à discuter, et le but de la soirée, c'était une vraie soirée de filles, là. Ils venaient se faire tirer au tarot parce que je fais ça pour le plaisir. Moi, je tire les gens au tarot juste pour le plaisir. C'est gratuit pour mes amis et les amis de mes enfants. Et tout ça pour dire que les filles venaient pour une soirée de filles, on fait ça. Et là, je réalise en discutant avec elles qu'il y en a une qui fait de l'écriture automatique, qui est encore plus douée que moi à 20 ans. L'autre qui fait des voyages astro. Elles sont complètement branchées, elles sont complètement en contact avec toutes sortes d'informations de l'invisible de façon totalement naturelle. Et là, ça m'a réjoui le cœur parce que je me disais, wow, c'est donc bien beau cette nouvelle génération-là, toute ouverte, qui se permet justement de se connecter à plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est quoi être à plus grand? C'est ça l'éveil de conscience pour moi. C'est quoi l'éveil dans le fond par rapport à ce que j'étais avant, qui est endormi, si on veut l'appeler comme ça? C'est simplement un éveil à notre propre pouvoir. C'est de réaliser qu'on est plus grand, on est plus large, on est plus puissant que ce qu'on pense et on peut se connecter à plus grand, donc à une conscience élargie, à une connaissance plus large. Et c'est ça la beauté d'ouvrir le champ de conscience et de rentrer dans cette espèce de champ d'infinies possibilités qu'on appelle l'inspiration, par exemple. Parce que c'est l'écriture inspirée. Mais tu vois, en fin de semaine, j'animais en direct un autre atelier que je donne qui s'appelle Visionnaire. Et là, on développe dans le ressenti pendant 4 heures et demie de temps, là, on va uniquement vivre dans le ressenti que notre corps est une antenne. Et ce corps-là peut capter l'information et c'est ce qu'on va plus appeler l'intuition. Parce que l'intuition est reliée au ressenti, ce qu'on va vivre dans notre corps, et c'est le langage de l'âme. Puis le langage de l'esprit est plus relié à l'inspiration parce que ça passe par le couloir de la pensée. Et ça, c'est vraiment le duo âme-esprit. Hein, l'âme est associée à l'amour qui est associé directement au féminin puis à l'intuition. Puis l'esprit est associé à la conscience qui est associé au masculin qui est associé à l'inspiration. Et c'est ça que j'expliquais à ma gang. Puis on est parti de là. Je les amène dans l'expérience. Et il n'y en a pas un à la fin de l'atelier qui n'a pas ressenti ce que je veux dire, puis ce que j'explique par le langage de l'intuition puis le langage de l'inspiration. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça prend un déclic pour revenir à l'essence. Et ça, c'est probablement le plus grand échec de nos sociétés modernes, c'est qu'on a développé uniquement à l'école ce qu'on appelle l'intellect, l'analyse mentale. On a appris beaucoup de choses, on est très doué, on est intelligent, on sait très bien faire des analyses cognitives, en fait, des analyses mentales. Notre cognitif est très développé, puis ça, c'est le cerveau gauche. Mais notre cerveau droit est complètement atrophié. Et ça, c'est le cerveau créatif qui n'a pas été développé à l'école. Et pourtant, c'est lui qui reçoit l'inspiration. Ce qui fait que moi, j'ai décidé d'enseigner à l'extérieur ce qu'on n'a pas appris à l'école, finalement. J'ai une question pour toi par rapport justement à tout ça, ce mandat de vie, et puis justement
que tu nous as partagé, qu'on est enseignant, bâtisseur, parce que ça me ramène, tu sais, toujours au libre arbitre et on est créateur, donc finalement, on décide aussi. Ouais. Mais enfin, tu vois, on parle de vie passée, on parle de l'impact aussi de nos vies passées sur cette vie-là. Est-ce que finalement, on a vraiment un libre arbitre où il y a une sorte de fil rouge conducteur qui est là et qui vient nous ramener à chaque fois sur le chemin, sur notre mandat de vie? C'est une belle question parce que, bon, premièrement, je veux dire que je ne détiens pas la vérité avec un grand V. Hein? Donc, c'est à partir de mon expérience et à partir de mes recherches et de mes conclusions à moi. On a reçu un message en écriture inspirée par rapport au libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un concept très intéressant parce que on le comprend mal d'une part, mais je vais quand même essayer de l'expliquer de la façon que je le comprends. Ce n'est pas le libre arbitre au niveau de ma pensée intellectuelle. Je n'ai pas le libre arbitre en fonction de ma pensée intellectuelle, c'est-à-dire que je n'ai pas décidé assise sur un nuage quelque part avant de m'incarner avec une pensée intellectuelle de dire, tiens, je retourne dans telle expérience et je vais choisir ceci puis je vais choisir cela. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, il y a toutes des considérations, dans le fond, électromagnétiques dans la grande matrice de l'univers qui va faire en sorte qu'on va décider de revenir dans une expérience corporelle, une expérience de matière, et on va aller vivre des thèmes qui ne sont pas complétés ou qu'on veut explorer un petit peu plus par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. OK? Fait qu'on est l'ensemble, l'incarnation actuelle, là, c'est l'ensemble de toutes les expériences que tu as vécues et que tu continues d'explorer tant et aussi longtemps que tu n'as pas compris l'ensemble de toute l'exploration qu'on peut justement faire sur la planète et que tu n'es pas devenu un grand maître. C'est quoi un grand maître? Un être humain complètement réalisé, OK? D'accord. Oui, c'est ça. Fait que le libre arbitre là-dedans, c'est pas un point de vue intellectuel. Le libre arbitre, c'est de simplement comprendre que le choix de se réincarner, c'est fait avec le libre arbitre de venir. Donc, c'est comme une compréhension du karma, je dirais, qui n'est pas qui n'est pas du tout une pénitence ou en tout cas une punition. Là. Le karma, c'est pas une punition, c'est un choix de l'âme de venir explorer davantage et compléter une expérience dans la matière. Et quand on le comprend comme ça, le libre arbitre, c'est ça, c'est d'avoir choisi de revenir compléter une expérience. Après ça, il reste qu'on a le choix dans l'incarnation de, par exemple, s'élever en conscience ou de continuer dans l'inconscience et de dire, parce que, évidemment, tant que j'étais inconsciente, je ne pouvais pas vraiment comprendre le libre arbitre. Alors, c'est à partir du moment où j'ai eu un éveil de conscience que j'ai commencé à poser des questions sur le libre arbitre, puis que j'ai compris que c'était pas mes choix qui étaient dans le libre arbitre nécessairement, mais plus le choix de m'incarner dans cette vie-ci et de choisir cette expérience-là que je suis en train justement de compléter. Et là, ce qu'on nous a donné en écriture inspirée comme expérience, pas expérience, mais comme explication, c'est que le libre arbitre existe de moins en moins sur cette planète puisque la planète est en train de s'élever en fréquence et que notre seul choix, c'est de s'élever en fréquence avec elle. Parce que si on ne le fait pas, si on n'ouvre pas notre conscience, si on ne s'élève pas en fréquence avec la planète, la prochaine expérience ne sera pas sur la planète Terre parce qu'elle va avoir atteint un autre niveau de fréquentiel. Puis si toi, tu restes à ce niveau-là, il n'y aura pas de possibilité de revenir ici. Donc, le libre arbitre, il existe de moins en moins dans le sens que si tu ne t'éveilles pas, il n'y a plus de libre arbitre. Tu vas être obligé de continuer dans une autre matrice d'une autre façon. Donc ça, c'est très complexe, c'est très ésotérique ce que je suis en train de dire là, et c'est ma compréhension de l'affaire. C'est quoi ésotérique? Ça veut dire que ce sont des notions qui ne sont pas abordées dans le discours traditionnel. Mais ce que j'en comprends, c'est que on a un seul choix présentement. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de libre arbitre. On a un seul choix, c'est de s'éveiller à notre véritable nature, de s'élever en fréquence, de passer de toutes les blessures logées dans le plexus, puis monter d'un étage dans le cœur pour vraiment vivre au niveau de l'amour. Et plus on va accepter ces notions-là qu'on n'a plus le choix d'être dans l'amour, parce que de toute façon, notre planète va imploser si on n'a pas plus d'amour pour elle et pour nos frères et sœurs humains, ben c'est ça, dans le fond, le libre arbitre, il existe de moins en moins parce qu'on a un seul choix qui est celui de s'élever en conscience et en amour. C'est amusant parce que la nuit dernière, j'ai fait un rêve vraiment, j'avais l'impression de,
tous les détails, c'était très précis et je voyais une feuille avec marqué l'amour et le business. Voilà. OK, donc c'est l'affaire du c'est l'affaire, l'amour. OK. Tu vois, moi, j'ai pas de gourou dans la vie. Je suis une self-made woman, mais j'ai eu la chance d'être entourée par des maîtres exceptionnels autour de moi, des maîtres enseignants, des guides, des maîtres, parce que j'ai été interviewée tous ces gens-là, puis il y en a qui sont devenus des amis. Mais si j'avais à choisir un gourou sur cette planète-là, je prendrais peut-être l'indienne Amma, qui est celle qui prend qui prend ses disciples dans ses bras. C'est un maître de compassion. Parce que j'aime, entre autres, sa ligne principale qui dit « Ma religion, c'est l'amour ». Et tu vois, quand l'hindouisme et le bouddhisme, qui sont plus des philosophies que des religions, permettent cette ouverture-là, justement, et c'est pour ça que c'est si populaire, hein? Les courants spirituels orientaux ont enfin gagné l'Occident, et c'est si populaire de prendre, en tout cas, ce qui nous intéresse de l'hindouisme et du bouddhisme pour en faire une philosophie de vie, parce que ça nous ramène à nous, ça nous ramène à notre création, notre pouvoir créateur, et la seule religion qui existe, c'est l'amour. Et c'est là où est-ce que ça devient intéressant parce qu'on redevient le Seigneur. Hein? Quand j'allais à l'église quand j'étais jeune, là, que le Seigneur c'était où, je me demandais bien, il était où le Seigneur? Et là, j'ai compris qu'il était à l'intérieur de moi. Qu'il n'y a pas besoin d'être juste avec moi, il est à l'intérieur de moi. Alors, on redevient le Seigneur de notre propre domaine. Et c'est là que ça devient intéressant, justement, l'ascension, c'est-à-dire l'élévation vers une nouvelle fréquence, vers une nouvelle conscience, vers un amour plus inconditionnel. Exact. Et tu disais justement dans une interview que tu faisais cette méditation pour te connecter au Dieu qui est en toi et que c'était justement pas aller chercher à l'extérieur, mais de re-rentrer à nouveau dans le corps. J'allais dire le cœur. Le corps. Bien dit, c'est dans le cœur. Comment est-ce que tu fais? Et justement, c'est lié aussi à se reconnecter finalement au grand maître qui est en nous. Ben absolument. Mais écoute, moi, je dis encore à ce jour, ça fait 16 ans que je médite tous les jours, là. Je suis encore pas bonne. Et je sais pas c'est quoi être bon en méditation. Ce que je sais, c'est que je suis au rendez-vous. Je suis là tous les matins et je m'assois les fesses sur une chaise ou sur un coussin de méditation et je ferme les yeux et j'essaie d'entrer, de connecter à cet être en moi qui est le duo âme esprit, de la façon que je le vois, c'est finalement l'être de lumière à l'intérieur de moi. Alors, cette fréquence-là qui est descendue puis qui est venue s'incarner dans un corps de matière, elle existe pour vrai, c'est pas une lubie d'ésotérique, là. C'est une fréquence, nous sommes vraiment des êtres de lumière. Pourquoi on dit qu'on est des êtres de lumière? Parce qu'on est des êtres d'énergie. Puis c'est quoi l'énergie? Ben, c'est, dans le fond, c'est une fréquence en mouvement. Puis quand elle est en mouvement, elle fait de la friction, puis ça fait de la lumière. Et ça, c'est des grands maîtres qui m'ont expliqué ça. Puis moi, je suis une scientifique. Et là, j'ai comme, ah, je comprends. C'est ça que ça veut dire des êtres de lumière. C'est simplement des êtres d'énergie en mouvement. Cette friction-là crée la lumière. Et ça n'a rien d'ésotérique. C'est de la physique pure à la rigueur. C'est de la physique quantique. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on comprend qu'on est des êtres de physique quantique, là, ben, ça nous ramène un petit peu d'humilité, puis ça fait comme, OK, alors je vais aller me connecter, moi, à cette lumière-là à l'intérieur de moi, qui, pour des raisons, dans le fond, des raisons énergétiques, on peut prendre un chakra en particulier, qui est une roue, qui est un plexus, hein, c'est une roue d'énergie, et de l'amener au cœur parce que c'est le centre de tous les centres d'énergie et c'est aussi relié au cœur physique, mais le cœur solaire, c'est l'espace d'où est-ce qu'on peut vibrer en 5e dimension. C'est quoi la 5e dimension? Ben c'est ça, c'est l'espace d'amour pur et de compassion pure. Ce qui fait que moi, quand je médite, je me connecte à cet espace-là à l'intérieur de moi, évidemment à ma respiration. Alors, à la respiration qui part du bas-ventre, qui passe après ça par la poitrine, qui remonte jusqu'au 3e œil, qui est le siège de la conscience. Je me connecte à tout ça. Puis après ça, c'est simplement un exercice de laisser passer les pensées, parce que très souvent, je vais partir, je vais aller faire ma liste d'épicerie, je me ramène, je retourne, je reviens. Donc, de ne pas juger le fait que je suis partie quelques minutes, que je suis revenue, et simplement être au rendez-vous. Et en étant au rendez-vous, ce que ça a fait pour moi dans les 16 dernières années, c'est que ça a créé une ouverture. Et cette ouverture-là m'a permis de connecter de plus en plus avec l'inspiration, la connaissance, mais l'intuition aussi, les sensations et l'amour qui circule dans l'univers. Et j'appelle ça mes downloads, le fait de
méditer, puis après ça, écrire, faire de l'écriture inspirée, ça a développé une mécanique qui fait que je reçois maintenant l'information de façon spontanée quand je la demande. Des fois, elle n'est pas disponible, mais si elle est disponible et que je la demande puis que je suis au rendez-vous, je vais recevoir l'information. C'est ça que j'appelle les downloads. C'est comme s'il y avait une information qui partait du cloud en bon français. C'est exactement comme dans l'informatique, là, comme dans la technologie. Il y a une information qui part du cloud, qui descend et qui descend donc dans ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, c'est un ordinateur qui va capter l'inspiration comme un concept, qui va le processer, puis qui va t'envoyer ça en mots, en phrases, en images, peu importe c'est quoi qui est le plus facile pour toi. C'est ça, avoir des downloads. Je reçois des concepts, puis après ça, je vois les images, je vois les détails de tout ça. Si je veux élaborer, je vais aller en écriture inspirée. Sinon, je vais quand même avoir une bonne idée sans avoir besoin d'écrire. Et c'est une connexion à la connaissance. Est-ce qu'elle est toujours dans la justesse absolue? Bien là, c'est là que je me garde toujours une petite gêne et que je me dis, je laisse la vie me confirmer que c'était juste ou pas. Et quand c'est juste, la vie va m'envoyer des synchronicités, puis tout un paquet de circonstances, de hasards nécessaires pour que finalement, je fasse l'inspiration que je viens d'avoir. Hein? Puis c'est comme ça que je me suis mis à enseigner l'écriture inspirée. C'est qu'en écriture, à un moment donné, on m'a dit, prépare-toi, tu vas donner de nombreux ateliers. J'ai dit, des ateliers de quoi? On m'a dit d'écriture inspirée. J'ai dit, ben voyons donc. Et là, je me suis obstinée, hein, mon mental a embarqué, s'est obstiné. Et là, les synchronicités se sont bousculées pour me montrer le chemin que c'était ça que j'avais à faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste lâché prise et j'ai dit, OK, on me montre le chemin, je vais le prendre. Et c'est ça, dans le fond, la simplicité de la vie, elle devient tellement simple quand on se branche à tout ça. Donc, si on se garde une petite gêne d'avoir, on a le droit de douter, là. Alors, si on se garde une petite gêne de ne rien prendre pour du comptant puis de ne pas voir tout ça comme une information absolue, mais de laisser la vie nous confirmer que ça se peut que ça soit ça, ben ça devient magique à ce moment-là parce que là, on n'a plus d'attachement au résultat, on laisse aller, puis tout à coup, ça se présente, puis ça se présente, et ça se présente, puis OK, on y va, parce qu'on avait eu l'information en inspiration. Ça me permet de rebondir sur cette idée de recevoir des flashs des fois du futur, ça m'arrive, et des fois c'est perturbant. Et tu parles aussi de ça, justement, quand tu as voulu écrire ce livre pour ton père, il me semble que tu avais reçu l'information et que du coup tu avais pris. Comment est-ce qu'on fait quand on reçoit une information, mais tu viens un peu d'y répondre, mais que des fois ça fait peur parce que c'est un trop grand gap avec qui on est déjà? D'abord, j'invite les gens à ne pas se mettre en déséquilibre là, parce que ce n'est pas nécessairement intéressant. Mais sauf qu'on peut faire des plages horaires, on peut créer des plages horaires, on peut faire de l'espace dans notre vie justement pour développer tout ça. Ce qui fait que moi, quand j'ai eu la première vision qui est arrivée en 2003 dans ma vie à Noël, en fait, c'était presque 2004, c'était dans la période des fêtes, on m'a montré le premier livre que j'ai écrit, On ne meurt pas, on me l'a montré en vision. Ça m'a réveillée. Et là, j'ai été totalement, il y a eu une ouverture de poitrine. C'est comme si, là, je venais d'avoir, là, il y avait une vibration dans mon corps qui était tellement intense que ça se pouvait pas que ce soit pas dans la justesse des choses pour moi. Mais en même temps, ça commandait un travail immense que je n'étais pas sûre d'être capable de faire. Et la vie m'a donné toutes les synchronicités par la suite pour me montrer, ben voici le chemin. J'ai perdu un travail en télé, puis j'avais un peu de temps en avant de moi. J'ai demandé à mon amoureux, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Il m'a dit oui, parfait. Et j'ai écrit le livre en 3 mois. Puis après ça, je suis retournée travailler, puis ça a donné un best-seller qui s'est vendu à 50 000 copies ici seulement au Québec. Mais tout ça pour dire que ça, c'était pas prévu dans ma vie. J'avais planifié absolument rien de tout ça. Mais d'abord, l'information est arrivée en inspiration. Tout mon corps s'est mis à vibrer à la justesse de ça. Mon mental s'est obstiné, mais la vie m'a ouvert le chemin, ce qui fait que je l'ai pris. Et c'est tout le temps ça qui arrive. On reçoit l'information, le mental conditionné s'obstine, et c'est là que tout se joue. Et c'est exactement ce qu'on a travaillé pendant tout l'atelier visionnaire. C'est ça qu'on travaille. C'est de déjouer le mental, déjouer aussi les contractions du corps parce qu'on va avoir, les peurs vont embarquer. Alors, le plexus va se contracter quand on a peur, mais le cœur, lui, il va être tout ouvert à cette information-là. Fait que c'est de distinguer comment ça se passe dans le corps. Et ça c'est une question de présence, d'être présent à soi, d'apprendre à distinguer ça. Et c'est tout l'objet de mon atelier visionnaire. Génial. Oui. C'est très le fun.
OK. Est-ce que tu aurais des astuces à nous partager sur le fait de parce que là, je suis pile dans, les journées, de du défi des 100 jours de l'écriture inspirée, sur Ah les oui? journées de, réaliser ses rêves et visualiser. Est-ce que tu aurais des astuces à nous partager Tiens, en la plus? visualisation sensorielle, entre autres. C'est là Oui, que c'est, là, dans les rêves et oui. Ben, des astuces à partager. Pourquoi? Pour créer sa vie? oui. Ben, Mmh. écoute, je vais commencer par parler d'idéaux. Hein? Parce que pour créer ta vie, il faut d'abord partir de quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Parce que c'est très facile de créer dans la vie. Hein? On Mmh. est tous des créateurs, on crée à temps plein sans jamais s'en rendre compte finalement. On crée toutes sortes de situations. Il y en a qui sont moins heureuses que d'autres. Et tant qu'on n'est pas conscient qu'on est le créateur de notre vie, eh bien, on se positionne en victime puis on met ça sur la faute des autres. Alors, quand ça va pas bien, c'est la faute de ton patron, c'est la faute de ton amoureux, de ton amoureuse, c'est la faute de tes parents, de tes enfants, de tes voisins, de la société. C'est la faute des autres. Mais quand on comprend qu'on est le créateur de notre vie, ça change complètement le regard sur tout ça et ça nous permet justement de créer en pleine conscience et en même temps dans la compréhension qu'on peut faire tourner le scénario à notre avantage. Fait que à partir du moment où tu comprends ça, la première étape, c'est de savoir c'est quoi tes idéaux dans la vie. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Parce que créer une grosse maison, créer une grosse voiture, créer un amoureux qui paraît bien, tout ça, c'est facile. Mais est-ce que ça va te rendre heureux? Fait que ça, c'est pas un idéal, là. C'est un objectif de consommation. Fait que ça, c'est ce qu'on a appris dans nos sociétés occidentales. Big is better, comme disent les Américains. Hein? Plus c'est gros, mieux c'est. Est-ce que ça fait vrai dans la vraie vie? Alors, c'est facile. The Secret nous a montré le secret, le livre Le Secret et le film qui est venu avec nous a montré à créer notre vie à partir de la loi de l'attraction. Et ça fonctionne. Tu peux l'avoir, la plus grosse maison, puis tu peux l'avoir, la voiture qui coûte cher et l'amoureux qui paraît bien, mais tu vas peut-être être complètement malheureux quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc, dans la première étape pour moi de création, c'est commence par savoir c'est quoi tes idéaux. Si tu veux une plus grande maison, pourquoi tu veux une plus grande maison? Est-ce que c'est pour accueillir plus de gens parce que tu aimerais ça partager quelque chose, par exemple, ou créer des ateliers ou des réunions ou des ceci ou des cela? Si tu veux une voiture plus grande ou plus grosse, est-ce que c'est pour embarquer plus de monde? Tu sais, comprends-tu l'idée, c'est d'avoir des idéaux. Alors moi, mon idéal dans la vie, c'est d'atteindre l'amour inconditionnel. Ce qui fait que je crée toute ma vie en fonction de ça. L'amour inconditionnel d'abord de moi. Et comment je fais pour être dans l'amour inconditionnel de moi? En me permettant d'être qui je suis. Et en me permettant d'être qui je suis, ça m'a fait lâcher la télé puis aller enseigner l'éveil. Tu comprends? Ça, c'est un idéal. Alors, c'est quoi tes idéaux? Pourquoi tu veux tel lieu de vie? Est-ce que tu veux un lieu de vie en nature parce que ça va te permettre de connecter de plus en plus à qui tu es? Fantastique. Ça, c'est un idéal. Mais ce n'est pas d'avoir une grosse maison sur le bord d'un lac ou sur le bord de l'océan pour impressionner tes amis, l'idéal. L'idéal, c'est que tu as besoin d'un espace pour aller te connecter à toi. Parfait. Alors, commence par savoir c'est quoi tes idéaux. Puis par la suite, tu les portes. Tu les portes comme si c'était un phare à l'intérieur de toi qui te guide à chaque instant. Puis quand tu les portes, tu as aussi l'impression que tu es capable de les réaliser. Et quand tu commences à penser que tu es capable de les réaliser, bien, il y a des petites techniques que j'enseigne dans plusieurs ateliers. En fait, on l'enseigne dans le défi. Puis moi, je l'enseigne dans un atelier d'éveil que toi, tu n'as pas fait, mais qui est une semaine complète, à justement faire ce qu'on appelle du rêve éveillé, donc de faire de la visualisation sensorielle. Ce n'est pas juste de visualiser un objectif, mais c'est de te mettre dans la sensation, et ça, c'est un truc d'initié. Hein? C'est un truc d'initié, puis c'est un truc des grands maîtres. Alors, les grands maîtres savent que pour créer leurs idéaux, ils n'ont qu'à se mettre dans la sensation que c'est déjà réalisé, et à partir de ce moment-là, l'idéal va se manifester en fonction de ce qui est le mieux pour toi et non de ce que ton mental veut créer nécessairement. OK? Fait que ça, c'est toutes des techniques qu'on met en pratique dans des ateliers sur une semaine. Je ne vais pas pouvoir t'enseigner ça ici en quelques secondes, mais c'est très intéressant de comprendre que ça part avant toute chose d'un idéal. Donc, commence par définir tes idéaux. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie qui serait un idéal pour toi? Génial. Merci. Merci, France. Ça me fait tellement plaisir. J'aime beaucoup ça. J'espère que tu rejoins plein de jeunes qui vont comprendre tout ce qu'on dit présentement parce qu'ils le portent naturellement et qui ont juste besoin d'être éveillés à leur propre pouvoir. Yes.
J'espère aussi. Fantastique. Merci. Merci France et puis à très bientôt. À très bientôt. Puis si vous voulez faire de l'écriture inspirée avec moi, là, il y en a un le 20 novembre. Oui, exact. Vous allez francegauthier.ca, vous descendez sur la page d'accueil, vous allez voir écriture inspirée en direct, live, et ce sera possible de le faire le 20 novembre avec moi. Génial. Et puis on retrouve tous tes ateliers sur ton site internet. Voilà, merci beaucoup Cécile. Merci. Et bonne continuité dans ta belle ouverture. Oui, merci.